Concernant les applications de la théorie des champs cristallins, on va voir trois applications. La première pour expliquer la couleur des complexes, la deuxième pour les propriétés magnétiques, et la troisième pour déterminer la distribution des métaux de transition dans les structures spinelles. Donc on va commencer par l'explication de la couleur des complexes. Les complexes sont colorés car ils absorbent la lumière visible et apparaissent la couleur complémentaire des radiations absorbées. Alors, une des explications de la couleur des complexes octaédriques, par exemple, des éléments de transition, consiste en une transition électronique entre les orbitales d des métals. Donc, un électron passe du niveau T de G au niveau EG. Alors, cette transition résulte de l'absorption d'un photon avec l'énergie E égale H fois μ. Donc, H, c'est une constante, mais c'est la fréquence de la lumière absorbée. Égale aussi H fois C sur lambda. Lambda est la longueur d'onde absorbée. Alors, la couleur observée correspond à la couleur complémentaire de la lumière absorbée. Par exemple, le spectre d'absorption de l'ion Ti H2O 6,3+, présente une bande d'absorption autour de lambda égale 510 nanomètres. Donc c'est une région verte des spectres visibles. Pour cela, il apparaît à notre œil la couleur rouge, couleur complémentaire de la couleur absorbée. Pour les propriétés magnétiques des complexes, donc par définition, lorsqu'un composé ou ion ne présente aucun électron célibataire, tous les électrons sont appareillés en D et les diamagnétiques. Et lorsqu'elle contient un ou plusieurs électrons célibataires, on D et les paramagnétiques. Alors, par une mesure expérimentale des moments magnétiques μ, on peut trouver le nombre d'électrons célibataires N pour extraire les propriétés magnétiques des complexes, par exemple. Car le nombre de ces électrons célibataires est relié au moment magnétique décomposé par la relation suivante. Donc, μ est égal à la racine carrée de n fois n plus 2 fois la constante μb. Donc, μb, c'est une constante et le magnéton de bord. Exemple, pour les complexes FeCN6 4- et FeF6 4-, on a les valeurs expérimentales des moments magnétiques et d'après ces valeurs, on détermine le nombre n des électrons célibataires. Donc, on a 4 électrons célibataires pour le complexe Fe F6 4- paramagnétique et 0 électrons célibataires pour FeCN6 4-. Donc, il est diamagnétique. Ces résultats sont en bon accord avec la force des champs cristallins des ligand parce que le ligand F- applique un champ faible et Cn- applique un champ fort. Maintenant, je vais vous parler sur la stabilité des structures spinelles, mais je vous propose de voir aussi les vidéos précédentes. Alors, la théorie des champs cristallins par l'énergie de stabilisation des champs cristallins est utilisée pour expliquer la formation des structures de type spinel et elle permet aussi de déterminer la distribution des métaux dans les sites tétraédriques et octaédriques de cette structure. Alors, donc un petit rappel pour les structures spinelles. Les structures spinelles de formule bride générale AB2X4 avec X et le plus souvent les anions O2- qui adoptent un réseau cubique à face centrée, donc comme montré dans la structure suivante. A et B sont des cations métalliques de taille voisine. Donc là, je vais vous signaler que les anions O2- appliquent un champ faible. Donc les anions O2- appliquent un champ faible. Pour cette structure, il existe deux formes différentes de spinel selon le type d'occupation des sites octaédriques et tétraédriques. Donc il y a le spinel direct de formule AB2O4,
tels que les cations A2+, occupent les sites tétraédriques et les cations B3+, placés dans la moitié des cavités octaédriques. Donc ils sont notés entre deux crochets dans la formule de la structure du spinel direct. La deuxième structure est le spinel inverse de formule BAB-O4. Dans cette structure, la moitié des cations B3+ se partagent dans les sites tétraédriques et l'autre moitié dans les sites octaédriques, dont le complément est assuré par les cations A2+. Donc toujours pour les deux formules des deux structures, toujours les cations qui occupent les sites octaédriques sont placés entre deux crochets. On a aussi que la formation des structures spinelles directes ou inverses pour les complexes dépendra de la taille, la charge, l'énergie réticulaire et l'énergie de stabilisation des métals. Mais on utilise seulement l'effet de l'énergie de stabilisation des champs cristallins parce que cet effet est plus important que les autres. Par exemple, donc on va calculer ou bien on va vérifier par le calcul d'énergie de stabilisation des champs cristallins que l'oxyde Mn3O4 adopte une structure spinelle de type direct. Donc il y a la formule suivante. Donc là nous avons des données, le nombre d'électrons pour Mn, les configurations électroniques pour les deux cations Mn2+ et Mn3+, et l'expression de delta T en fonction de delta O pour les structures tétraédriques et octaédriques. Alors pour répondre à cette question, il suffit de calculer l'énergie de stabilisation des champs cristallins pour les deux structures, donc pour la structure spinelle de type direct et pour la structure spinelle de type inverse et comparer les deux valeurs trouvées. On va commencer par la structure spinelle de type direct qui a la formule suivante Mn2+, Mn3+, 2, O4. Donc on doit calculer l'énergie de stabilisation des champs cristallins pour cette structure. Donc on a deux parties. La première partie pour les sites donc occupés par Mn2+, et la deuxième partie pour les sites occupés par les cations Mn3+. Donc pour l'énergie de stabilisation des champs cristallins, on a deux termes. Donc le premier terme pour l'énergie de stabilisation des champs cristallins pour le cation Mn2+, qui occupe les sites tétraédriques, et la deuxième, ou bien le deuxième terme pour l'énergie de stabilisation des champs cristallins pour le cation Mn3+, qui occupe les sites octaédriques. Alors pour le premier terme, donc on a un site tétraédrique occupé par les cations Mn2+. Donc pour les sites tétraédriques, on a deux niveaux en bas et trois niveaux en haut. Donc comme j'ai montré dans les vidéos précédentes. Alors pour Mn2+, on a la configuration électronique suivante, 4s0, 3d5. Donc on a 5 électrons. Donc d'après le diagramme d'énergétique ou bien énergétique de la structure ou bien des sites tétraédriques, donc on a 2 électrons en bas fois moins 3 sur 5 delta T, parce que les deux niveaux en bas sont stabilisés par 3 sur 5 delta T. Le deuxième terme, donc plus, ou bien toujours pour le site tétraédrique, plus 3, donc 3 électrons en haut, qui occupent les trois niveaux qui se trouvent en haut. Donc plus 3 fois 2 sur 5 delta T. Donc les trois niveaux en haut sont déstabilisés par 2 sur 5 delta T. Pour le deuxième terme, donc 2 fois l'énergie de stabilisation des champs cristallins pour Mn3+, qui occupe les sites octaédriques. Donc pour l'énergie de stabilisation de Mn3+, O, on a pour les sites octaédriques, donc on a 3 niveaux en bas et 2 niveaux en haut. Donc pour la configuration électronique Mn3+, donc il a 4 électrons. Donc 3 électrons en bas, plus un électron en haut.
parce que les oxygènes, ou bien les anions O2-, ils appliquent un champ faible. Donc, plus 2 fois 3 pour les 3 électrons en bas, fois moins 2 sur 5, delta O, parce que les 3 niveaux sont stabilisés par 2 sur 5 delta O, plus 1, parce qu'on a un seul électron en haut, fois 3 sur 5 delta O, parce que les deux niveaux en haut pour le site octaédrique, ils sont déstabilisés par 3 sur 5 delta O. Donc par un simple calcul, on trouve que l'énergie de stabilisation de la structure directe est égale, ou bien égale, moins 6 sur 5 fois delta O. Pour la deuxième structure spinelle de type inverse, donc il y a la formule suivante. Donc on a trois termes. Le premier terme pour les sites tétraédriques occupés par les cations Mn3+. Le deuxième pour les sites octaédriques occupés par les cations Mn2+. Et le troisième pour les sites octaédriques occupés par les cations Mn3+. Pour le premier terme, donc il a une géométrie tétraédrique. Donc 2 niveaux en bas et 3 niveaux en haut. Mais pour Mn3+, donc il a 4 électrons dans la sous-couche D. Donc 2 électrons en bas et 2 électrons en haut. Donc c'est pour cela on a 2 fois moins 3 sur 5 delta T plus 2 fois 2 sur 5 delta T. Pour le deuxième terme, donc on a un site octaédrique. Mais pour Mn2+, donc il a 5 électrons dans la sous-couche D. Donc 3 électrons en bas et 2 électrons en haut. Donc 3 fois moins 2 sur 5 delta O, plus 2 fois 3 sur 5, moins delta O. Et pour le dernier terme, donc toujours un site octaédrique, mais occupé par les cations Mn3+, donc qui ont 4 électrons dans la sous-couche D. Donc 3 électrons en bas et 1 électron en haut. D'accord? Donc, je vous signale encore que les anions O2- appliquent un champ faible. Donc, c'est pour cela on a 3 électrons en bas et 2 électrons en haut pour le deuxième terme. Et aussi 3 électrons en bas et 1 électron en haut pour le deuxième terme. Et la même chose pour le premier terme. Donc, on a 2 électrons en bas et 2 électrons en haut. D'accord? Donc, toujours l'énergie de stabilisation des champs cristallins pour la structure spinelle de type inverse. Donc là, nous avons l'expression simplifiée et je peux remplacer delta T par son expression en fonction de delta O. Donc 4 sur 9 delta O Mn3+. Et je peux simplifier, donc je trouve que l'énergie de stabilisation des champs cristallins pour la structure spinelle de type inverse égale moins 35 sur 45 delta O. Là, nous avons les valeurs finales pour ces deux structures spinelles de type direct et de type inverse. Donc, conclusion, l'oxyde Mn3O4 adopte une structure spinelle de type direct. Donc, c'est la structure la plus stable.